Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief de la 12e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait au Louis II le Nîmes Olympique et qui s'est imposé 3-0. Début signé Diop, Voland et Gelson Martins. Et pour m'accompagner, il y aura Adrien et Boris. Salut messieurs. Salut les gars, bonsoir à tous. Salut tout le monde. Bon, avant de parler de la rencontre, Adrien, tu avais un petit message à faire passer à la communauté, je crois. Ouais, c'est vrai que dans une semaine marquée par... c'est une petite note un peu triste, mais bon, dans une semaine marquée par de nombreuses disparitions, il y en a une qui retient toute notre attention. Et au sein de l'équipe Radio Diagonale, on a quand même été assez touchés, même au niveau de la communauté, pour ceux qui l'ont appris aussi à travers le serveur Discord de la radio, où on échange beaucoup, sorte de forum ouvert. On a appris la disparition de l'un des nôtres, de nos fidèles parmi les fidèles, un de nos auditeurs qui est présent depuis le début, même à l'époque ASM Foot. Pour les habitués du chat, vous le connaissez très certainement, c'est Nono Bombastico. Voilà, il s'est éteint dimanche dernier. À la suite après une très belle victoire quand même de Monaco face au PSG, ça a dû lui faire plaisir et je sais très bien que aujourd'hui là où il est, il a regardé le match et en ce moment même il nous écoute et voilà, on pense très fort à lui et à sa famille. Oui, voilà, on lui dédie évidemment ce débrief et puis même les émissions qui vont suivre durant toute cette saison. C'est une bien triste nouvelle, évidemment, pour nous tous. Donc voilà, le message est passé. On va maintenant pouvoir attaquer la rencontre, messieurs, et tout de suite les 3 points. Les 3 points, je vais te laisser commencer, Adrien, sur ce que tu as envie de retenir de cette rencontre et de ce bon résultat. Bon, alors tout d'abord un petit point épicerie avec les petits comptes d'épicier, forcément le bilan comptable, c'est-à-dire que là on enchaîne une 4e victoire consécutive, donc 12 points sur 12. Il y a une vraie série, une vraie dynamique qui se met en place après une période où c'était un peu plus compliqué. Je me souviens du match face à Montpellier et cette lourde défaite à Lyon. Il y avait eu aussi ce petit couac à Brest. Depuis, l'équipe s'est vraiment relevée et on est surtout sur une série de 10 matchs sans défaite à domicile. 7 victoires pour 3 nuls. Voilà, c'est costaud. À domicile, on retrouve aussi une force vraiment là où on pouvait se faire laver auparavant. Oui. Et donc pour dire qu'il y a une dynamique et ça rejoint du coup mon second point, à savoir qu'il y a vraiment une force collective aussi qui se dégage de la part de cette équipe. Bien que on parlera très certainement de certaines individualités qui sortent un peu du lot, mais justement, je trouve pas qu'on soit dépendant. On a vu qu'on avait des absents récemment, à l'image d'un Ben Yedder ou même de notre gardien Lecomte, des suspensions, et on s'en sort bien, on pallie ces absences, on fait appel à des joueurs qui répondent présents, et en fait, on ressent pas de dépendance à un joueur, et c'est vraiment le schéma qui commence à être assimilé par les joueurs, et ce que Kovacs veut mettre en place prend véritablement forme, et c'est vraiment encourageant pour la suite. On arrive à un moment crucial où on va affronter 2 concurrents directs, à savoir Lille et Marseille, 2 déplacements. Donc on a fait le plein de points, le plein de confiance. Maintenant il va falloir confirmer, mais pour moi c'est de bonne augure. Et enfin le dernier point, ça concerne peut-être un peu aussi le trou d'air qu'il y a eu aussi en seconde période, où finalement j'allais faire un point comme quoi il n'y avait pas tant de victoires écrasantes que ça, et c'est ce qui me chagrinait un petit peu, à part celle contre Bordeaux où il y a 4-0. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu du mal finalement au retour des vestiaires à réappuyer, à remettre le pied sur l'accélérateur.
Et finalement, l'exclusion de Lucado, ouais, pardon, du côté nîmois, après, nous a un peu facilité la chose et on finit avec un score assez, enfin voilà, 3-0. Je pense que c'est assez logique. Mais voilà, il y a eu une période, un petit trou d'air de 20 minutes et ça fait enfin plaisir de battre Nîmes, puisque depuis 2 saisons, depuis leur remontée, on n'avait toujours pas vaincu les Crocos nîmois. On a réparé cet impair. Jamais facile de jouer contre Nîmes. Jamais facile. Une bien triste équipe. Qui nuit à l'intérêt de la Ligue 1, mais bon, ça c'est tout autre chose. Mais en tout cas, c'est une saison réussie, puisqu'on a réussi à battre Strasbourg et Nîmes. Donc voilà, moi on peut s'arrêter là, c'est tout bon. La saison est réussie. Je pense que tes points ont été suffisamment longs. Il y a Crouch dans le chat qui dit qu'on est dépendant en défense si on enlève 3 des 4 éléments. J'ai envie de dire forcément. Oui, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une dépendance. À la limite, peut-être que Dizazi, oui. Il faudrait voir s'il n'est pas là un match, mais Caillot, on a vu, Aguilar, on a vu, et ça s'est bien passé aussi, même si c'est évidemment des titulaires indiscutables. Boris, tes 3 points? J'allais faire un premier point sur le fait que Adrien avait fait 3 points très longs, mais ça fait longtemps. Tu l'as déjà repris là-dessus. Je suis content de revenir sur le débrief. Il a fait un débrief, quoi. Ouais, on peut presque arrêter là. Non, le premier point, c'est que j'ai un scoop pour vous. C'est que Monaco est actuellement la meilleure équipe du championnat. En tout cas, on peut légitimement poser la question. Parce que j'ai regardé, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont sur des bonnes séries en ce moment, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, Montpellier, mais je trouve que Monaco est sûrement celle qui a les victoires les plus convaincantes et qui a le fond de jeu le plus intéressant. Donc on pourra confirmer ou infirmer cette assertion avec les 2 prochains déplacements à Lille et à Marseille, mais Monaco est peut-être l'équipe la plus en forme, la plus agréable du championnat, et finalement ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. C'est peut-être même la première fois sur la radio, depuis que la radio existe, donc c'est cool. Le deuxième point, il est un peu la suite de ça, c'est la qualité de jeu. C'est-à-dire que là, on a enchaîné 4 matchs, mais 4 matchs où à chaque fois, il y avait de la satisfaction, qui allait au-delà de la victoire. Tous les matchs ne sont pas parfaits, il y a toujours un petit truc par-ci, par-là, mais globalement, Monaco, c'est une équipe qui propose des choses, qui est protagoniste dans son approche du jeu, et voilà, le match aujourd'hui était encore agréable à suivre. Et puis, dernier point sur Sofiane Diop, on en parle presque toutes les semaines, mais voilà, je suis vraiment très très content de voir. C'était un de mes petits chouchous à l'époque, Henry. Malheureusement, ça l'avait pas fait à l'époque, il n'avait pas confirmé. Je passais un peu pour un tocard à le défendre. Et des années après, alors que même moi j'y croyais plus, voilà, il revient et c'est presque le joueur clé de cette équipe sur le plan offensif, de par la qualité technique, mais aussi de vision qu'il apporte. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de l'avoir et c'est peut-être l'un des rares indispensables vraiment de cette équipe. Et qu'est-ce que ça serait si on avait gardé Massengo, Boris? Massengo et Romain Fèvre. Oh là là. Ah, je ne l'avais pas vu venir, Romain Fèvre. On serait déjà champion. Merci Jardim. De mon côté, mes 3 points, ça sera des côtés au top et par contre des joueurs d'axe plus en délicatesse, globalement, sans parler de la défense centrale, mais par contre les 4 qui étaient plus dans le cœur du jeu ont été plus en difficulté, alors que vraiment les 4 sur les côtés ont été très très bons. Le deuxième point, c'est les 2 prochains matchs, 2 prochaines rencontres qui arrivent, qui vont être vraiment des matchs clés. On va en savoir plus. Voilà. On a battu le PSG, c'était déjà une vraie première belle perf, même si on voit que le PSG est en grosse difficulté, malgré une victoire plus que pas méritée cette semaine en Ligue des Champions. Voilà, ils ont encore perdu 2 points hier face à Bordeaux. Et le troisième point, oui, t'en parlais aussi rapidement, Adrien, dans ton intro, mais oui, on a vécu une semaine pour les amoureux du sport un petit peu compliqué, voilà. Bon, pour les plus anciens, avec la mort de Jacques Sécrétin, ancien grand joueur et grand pongiste. La mort, évidemment, du roi Maradona. Donc, ça fait bizarre à tout le monde, même si on pouvait la sentir un peu venir. Moi, évidemment, en tant qu'amoureux du rugby, ce qui m'a fait le plus mal, c'est Dominici, même si c'est un joueur que j'ai adoré détester, et vu que c'était un joueur du Stade Français et que mon cœur est bien entendu rouge et noir. Alors, rouge et noir, c'est Toulouse, c'est les vrais rouges et noirs, c'est pas Toulon. Et enfin, ça a failli également très très mal se passer cet après-midi. Je ne sais pas si certains ont vu l'accident en Formule 1 de Romain Grosjean.
mais c'est absolument un miracle qu'il s'en sorte indemne. En tout cas, a priori indemne. Il partait faire des analyses supplémentaires, mais un accident impressionnant avec la voiture qui a carrément explosé, qui s'est coupé en deux, et il est sorti lui-même de son cockpit et des flammes. Donc un vrai miracle. Et voilà. Donc la semaine aurait pu encore s'empirer de ce côté-là. Voilà, les 3 points, c'est Donc on fait. vient de plus me reprendre sur les 3 points du coup. À partir de maintenant, je n'accepterai plus ce type de remarque. On se serait cru dans le rétro là. Je pense Funeste émission de YouTube que certains se souviendront peut-être. Je pense qu'on pourra chronométrer. Je pense qu'on est quand même très très loin de ta performance, Adrien. Là, il y a peut-être un record all-time de la radio là. Ouais. Je me souviens de 3 points d'Arthur qui étaient assez hallucinants, mais allez, je pense que c'est bon. C'est pas faux. Bon, messieurs, le match. C'est qui Arthur ? Non, Boris, ça t'a pas. Alors, on va tout de suite mettre un stop à ça. Arthur fait toujours partie de la radio. Hein. Juste qu'il a des petits soucis. Il a plus Internet. Mais vous serez amené à le retrouver. À le revoir. Peut-être pour la saison 2021-2022. On ne sait pas trop. Voilà, en tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite, Arthur. Bon, messieurs, un peu plus sérieusement, la compo. C'était grosso modo, Boris, la composition qui avait fait la différence en seconde mi-temps face à Paris, à l'exception d'Aguilar qui pouvait être aligné titulaire. Et la surprise peut-être était la non-titularisation de Ben Yedder qui pourtant était de retour. Ouais, c'est vrai que à part, c'était l'équipe un petit peu attendue qui était annoncée dans les journaux ce matin en plus, sauf que c'était Ben Yedder à la place de Fabregas. En gros, effectivement, la compo qui a fini le match, qui a renversé le match contre Paris, plus les retours d'Aguilar et Ben Yedder. Et puis, sans qu'on ait trop compris pourquoi, en tout cas, moi, j'ai pas vu passer d'explication. Ben Yedder était sur le banc. Alors, je sais pas du tout si lui était pas encore 100% remis ou si c'est que Fabregas avait tellement donné satisfaction contre le PSG que Kovac a voulu s'appuyer sur ça et sur son entente avec Folland. Toujours est-il que voilà, cette fois il était aligné un peu toujours dans ce rôle de 10, 9 et demi, un petit peu derrière Kevin Folland. Ouais. Adrien, ton analyse de la compo? Le positionnement de Fabregas, c'est vrai qu'on en parlait aussi en interne durant le match avec les gars sur Discord. Le positionnement de Fabregas, moi c'est vrai que je le préfère un peu plus bas, à hauteur des milieux plus en 6-8 qu'en véritable 9,5. Parce que je trouve que tout d'abord, devant les cages où il vendange un peu, et souvent dans ce positionnement-là, il se procure des occasions, il est en situation de frappe, et il se procure toujours des occasions dans cette position-là. Mais je le préfère un peu plus bas. Mais après, si on doit recontextualiser et par rapport à l'adversaire, à ce que propose l'adversaire, le fait de le placer plus haut fait que Fabregas se retrouve vraiment dans le cœur du jeu et peut peut-être avoir une véritable influence, la même qu'il a lorsque on a en face une équipe qui joue un peu plus haut et que lui il se retrouve en position de 6-8. Donc voilà, en tout cas le choix de Kovac pour moi était le bon, mais je le répète, je pense que Fabregas est plus intéressant plus bas. Voilà. Oui, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais... Oui, alors pour être très honnête, je t'ai pas vraiment écouté, donc je vais plutôt demander si Boris partage ton avis. Je vais refaire mes 3 points si tu veux, comme ça. Non, excuse-moi, mais bon, vu que moi je dois tout gérer en même temps, je suis pas très attentif à ce que vous racontez, donc Boris, je te laisse rebondir. En fait, pour moi, Fabregas, il y a deux façons que ça marche, c'est soit très bas, soit très haut. Justement pas trop dans le cœur du jeu, quoi. Faut soit vraiment dans un rôle de 10, 9,5 où il est proche du but et c'est vraiment des actions qu'il peut débloquer en une touche de balle, soit c'est vraiment devant la défense où il y a un peu moins de pressing et où il peut il peut faire des ouvertures, etc. Et contre le PSG, c'était un peu ce rôle, le premier rôle qu'il avait eu, où il a réussi à débloquer pas mal de situations. Malheureusement, on verra que ça a été un peu moins le cas aujourd'hui. Oui, on verra dans les prestats individuels qu'il a été un petit peu décevant. Et oui, et pour en revenir à Ben Yedder, il n'était pas là, enfin en tout cas pas titulaire parce que un peu court visiblement, il n'avait que 3 entraînements dans les jambes. Son dernier match c'était face à la Finlande, si je dis pas de bêtises, donc pas un très bon souvenir pour lui. Mais il avait été covidé pour ainsi dire juste après, donc voilà, certainement un manque de rythme. Et puis, vu que cette équipe avait fait quand même une très très bonne seconde mi-temps,
Kovac est resté sur la continuité. Bon, maintenant, messieurs, le match en tant que tel, bon, les stats, là, vous pouvez tous les voir, elles sont évidemment assez largement toutes à notre avantage. Mais si on rentre un peu plus dans le détail de la rencontre, Boris, Monaco qui va tout de suite très bien rentrer dans le match, qui va se procurer plusieurs situations. Alors, de mémoire, il y en a une pour Fabregas et pour Gelson. C'est des frappes qui vont être contrées ou détournées par la défense nîmoise. Mais Monaco va clairement prendre le contrôle du jeu et va finalement être récompensé après 20 minutes. Mais on sent quand même dès l'entame que Monaco est là pour essayer, pour tenter des choses et tout se passe bien. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, Monaco, même face à des adversaires un peu plus huppés, a plutôt l'habitude de prendre le jeu et l'ambition en tout cas de prendre le jeu à son compte. Je trouvais que ça démarrait tranquillement, on va dire, sur les 20 premières minutes jusqu'au but. Il y a quelques situations, mais disons que Nîmes n'a pas non plus complètement la tête sous l'eau. Ils ressortent pas trop mal les ballons, ils les perdent pas si haut que ça. Je trouve qu'ils auront la tête sous l'eau vraiment un petit peu plus tard dans le match et dans la mi-temps. Mais voilà, Monaco est tranquille, n'est pas inquiété, construit patiemment des occasions et se procure quelques bonnes situations, effectivement. Et donc l'ouverture du score, Adrien, à la 20e minute de Diop. Très beau but, très bel enchaînement pour le jeune milieu de terrain français. Excuse-moi, je t'écoutais pas, mais bon, je vais quand même rebondir sur le but. C'est vrai, tu viens de le dire. Bon début de match et avec plusieurs situations. Et bizarrement, on va face à un bloc très très bas, on va marquer sur une attaque directe, rapide. On recherche très rapidement la pointe avec Aguilar qui fait un centre lointain, qui une fois dépassé la ligne médiane de 10 mètres, cherche à atteindre Folland. Et après une remise d'un Nîmois pas très très nette, en fait il y a Diop qui attaque le ballon et qui vient couper sa trajectoire et qui, je trouve, d'une belle manière parvient à se l'emmener, à contrôler, à dominer son ballon et enchaîner d'une belle reprise limpide qui termine du coup au fond des filets. Belle trajectoire, bien placée. C'est un peu à l'image de ce qu'il a su faire notamment contre Nice. Je trouve que dans sa qualité de pouvoir garder sa vitesse et s'emmener le ballon, il avait su le faire sur son but à Nice contre Benitez. Je me souviens aussi d'une occasion à Rennes où il parvient quand même à bien s'emmener le ballon, toujours à garder la maîtrise. Voilà, on y reviendra plus tard, puisque ça fait partie d'un des points de Boris sur lequel aussi j'aimerais bien revenir. Mais effectivement, c'est son 3e but en 12 matchs. Il avait marqué contre Nantes, contre Nice et désormais contre Nîmes. Et là, on se dit c'est le scénario parfait, parce que face à un bloc bas, même si on sentait qu'on était vraiment au-dessus et que Nîmes allait bien finir par craquer, je pense que ça nous facilite quand même un peu le match et ça peut les permettre de les faire sortir un petit peu. Ouais. Et donc justement, l'ouverture du score, Boris, et là par contre, tu disais que Monaco n'était pas forcément ultra dominateur, mais là par contre, il va y avoir une vraie grosse période qui va quasiment nous amener jusqu'à la mi-temps, où Monaco va pousser fortement, sans toutefois se procurer de vraies énormes situations, à l'exception peut-être d'un Fabregas qui va complètement se tromper dans le dernier geste. Mais on est bon, ça combine bien, on joue à gauche, à droite, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé les deux côtés, ça change vite, ça joue beaucoup en une touche de balle, mais on n'arrive pas à être vraiment intéressant et décisif dans les 20 derniers mètres. Ouais, c'est ce que je disais, effectivement, je trouve qu'à partir du but, on a encore accéléré, on a encore mis un petit cran, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé, donc c'est vraiment intéressant. Et je voyais le deuxième but arriver rapidement. Malheureusement, on leur roule un peu dessus, mais effectivement, on ne concrétise pas, même par des occasions. Alors, il y a ce face-à-face de Fabregas où le petit externe était pas si mal vu, mais il est pas si bien placé, je pense, et René arrive à le sortir. Il y a un petit bout de jambe qui traîne, et c'est vrai qu'il va y avoir quasiment aucune autre occasion sérieuse. Donc voilà, Nîmes qui est vraiment en grande difficulté, mais qui n'a pas non plus d'énormes occasions. Il n'y a pas de sauvetage ou quoi que ce soit, et c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment le genre de situation où il faut se mettre absolument à l'abri, ce qu'on avait réussi contre Bordeaux. Là, c'est presque du gâchis de rentrer à la mi-temps que 1-0. On s'inquiète pas forcément parce que Nîmes, c'est pas une très grosse équipe, mais voilà, Adrien le rappelait, dans le passé, on a eu quelques mésaventures avec cette équipe ou avec ce genre d'équipe, donc jamais rassurant, quoi, et un petit peu dommage. Il faut qu'on apprenne à tuer ces matchs-là.
Il y avait un peu de ça contre Nice aussi, sur la première mi-temps, où on était hyper déçus Clairement à 1-0. Ça nous porte pas préjudice là pour l'instant, mais voilà, il faudra veiller à ce que ça soit pas trop le cas non plus dans le futur. Ouais, même son de cloche pour toi, Adrien. Ouais, Nîmes, c'est quand même vachement faible. Enfin, c'est quand même une équipe type Ligue 1 qui joue vachement physique, axée sur les seconds ballons. Ils viennent avec aucune intention de jeu. J'ai l'impression de voir le Angers dans Stéphane Moulin d'il y a 2 ans, parce qu'il y a quand même une petite progression. Il faut l'avouer que le Steph fait du bon boulot du côté d'Angers. Bref, on est face à une équipe clairement recroquevillée sur elle-même et qui joue un peu pour sa survie. Et nous, on a su vraiment imposer notre rythme et c'était ça qui était bon à voir. C'est-à-dire que, après, je sais pas, parce que j'ai pas vu le match contre Montpellier, mais Montpellier est quand même clairement au-dessus. Mais c'était à peu près le même cas de figure, je pense, avec une équipe vraiment venue pour défendre. Après, il y a eu l'expulsion de Savanier, donc peut-être que ça a vraiment forcé les Montpelliérains à se recroqueviller. Mais voilà, on a mieux géré, je trouve, ce type de scénario. Et donc tant mieux, ouais. Après, au niveau même de l'organisation tactique, on était très haut. Tu as parlé du jeu sur les côtés dans un de tes points, Rome. Ouais, on voit que les actions elles commencent souvent dans l'axe avec nos 2 centraux, mais qui cherchent tout de suite à écarter le jeu. On passe peu par l'intérieur, en fait. Disons que la construction, on n'est pas sur un jeu axial. On repasse par l'axe uniquement pour changer de côté. Mais voilà, c'est vrai que le jeu sur les côtés face à ce type de dispositif, il est crucial, il est primordial pour essayer de déséquilibrer, même si tu vois, on n'a qu'un seul attaquant avec Folland, qui est un attaquant de petite taille. On n'a pas abusé de centre, c'était pas approximatif, quoi. J'ai bien aimé le déroulement et les séquences des différentes actions, des occasions, les petits centres en retrait, des latéraux vraiment omniprésents et surtout Aguilar qui se retrouve presque ailier droit à jouer plus haut que Diop. C'était vraiment très, très intéressant. Ouais. On était presque en 2-4-4 en fait au niveau de l'organisation tactique. Oui, tu remarques que tu as toujours les 2 centraux ligne médiane et après tout le reste en mouvement et c'est assez intéressant. Oui, comme on le voit, de toute façon, on a eu le ballon et on n'a pas la stat, mais on avait évidemment aussi l'occupation du terrain. Donc, tu as raison, nos latéraux étaient sans doute en position moyenne très haute et particulièrement Aguilar, en effet. Ouais. Par contre, il va y avoir ce début de seconde mi-temps. Adrien, c'était un de tes points, justement, cette entame de mi-temps un peu compliqué, où les Nîmois aussi, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont modifié des choses à la mi-temps, ils sont arrivés avec un peu plus de volonté, il y a eu quelques changements. Il y a un changement tactique, il y en a plus de présence devant. Ouais. Il y a eu un changement qui a été forcé en fin de mi-temps avec la blessure, en tout cas le KO de leur attaquant dans un choc contre tête avec Chouameni, mais il y a également d'autres changements qui sont effectués dès le début de seconde mi-temps à Adrien, et c'est vrai que là on va vivre une petite période un petit peu plus compliquée, sans pour autant que Vito Madone, le bien nommé, soit mis à contribution. D'ailleurs, petit point Fashion Week, Boris, la casquette. Moi, il m'a fumé dès que je l'ai vu, dès que c'est revenu. Les goals à casquette, c'est devenu quand même assez rare. Et malheureusement, on l'a pas eu longtemps parce que le soleil est vite parti. Ouais. On a eu 10-15 minutes de casquette, quoi. C'est dommage, on aurait bien aimé le voir faire une envolée à la Thomas Price. Ouais, la dégaine était quand même, assez mémorable. Je pense que ce sera le highlight de sa saison, on retiendra ça. C'est le top du match, la casquette de Manon. Plus que son jeu au pied, oui, ça c'est clair. Je sais pas si elle est en Black Friday, si elle est disponible ou pas. Là, elle aurait pas pu avoir meilleure pub. Elle doit être sur la boutique du club, ouais. Ouais, donc Adrien, le début de mi-temps, compliqué. Ouais, renversement total de situation, même dans le comportement. Tu l'as dit, des Nîmois, mais même de notre part, on est un petit peu dépassé. On termine quand même la mi-temps, j'ai la stat de la possession à 75% de possession, c'est quand même énorme. Bon, après, on est à domicile et on l'a dit face à un bloc recroquevillé. Mais voilà, ça change complètement en termes de comportement. On sent les Nîmois qui reprennent confiance petit à petit et en fait, on n'arrive pas à renverser la vapeur et à se procurer des occasions, même à avoir en fait cette sérénité avec le ballon. On a presque même coupé en deux par moment et ça va durer on va dire un quart d'heure, même si dans ce quart d'heure là on va se créer une énorme occasion
Encore une fois, Diop à l'origine et l'Allemand Kevin Volland qui rate, qui se jette, mais qui ne parvient pas à cadrer. C'est notamment un des soucis sur la première mi-temps, le nombre enfin même sur tout le match, je crois qu'on fait 18 tirs et on va cadrer que 5 fois. Le ratio est quand même assez catastrophique. Voilà, on a cette très grosse situation et on n'est pas à l'abri. Je veux dire, bon, il y a un corner nîmois qui a repris de la tête où Mannone se couche bien. Une frappe lointaine, en soi, c'est pas très dangereux, mais on les sent revigorés en fait. Et on va pas freiner cette dynamique. Non, c'est vrai qu'on est un petit peu en difficulté, mais après tu l'as dit aussi, ça nous permet d'ouvrir un peu plus sur des contres. On est quand même une équipe qui est assez à l'aise sur ça, et c'est vrai que Volland aurait dû même peut-être tout de suite marquer ce deuxième but. Mais au final, Boris, le match va basculer avec l'exclusion de Lucado, c'est ça, hein, oui, de dos pour Nîmes. Ouais. Carton rouge que certains pourraient trouver sévère. Moi, je suis complètement en adéquation avec. Oui, il faut que je fasse mon chevalier blanc, c'est maintenant. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est toi le chevalier blanc. Eh oui, parce qu'à chaque fois, je remets une couche sur ça. Voilà, il n'empêche que quand on prenait des rouges comme ça, tout le monde criait au scandale. Moi, je trouvais que nos rouges étaient logiques et mérités, tout comme je trouve que le rouge de Lucado est logique et mérité, parce que certes, ce n'est pas forcément fait exprès, mais il y a une notion de maîtrise et de dangerosité, Boris, qui est tout simplement absente dans son intervention. Oui, on est d'accord. Autant la notion d'intentionnalité, moi je suis pour et elle a un sens sur les mains notamment. Autant sur la partie plus dangereuse pour l'intégrité physique des joueurs, elle n'entre pas tellement en compte. Les joueurs sont censés à tout moment maîtriser leurs gestes et ne pas mettre en danger les autres. Alors, c'est pas très grave pour Diop, mais on n'est pas non plus là pour sanctionner en fonction des blessures. Il y a quand même des crampons au niveau du mollet du joueur. Donc, et en plus, disons qu'avec la VAR, une fois que tu vas revoir cette action, c'est compliqué après de ne pas mettre rouge. Hein, quand tu vois ça, ça aurait pu passer à l'as avant. Voilà, pour moi, il n'y a pas de scandale, mais c'est vrai que beaucoup même de nos supporters avaient l'air de dire que c'est peut-être parce que nous on a trop été sanctionnés sur ce genre de fait dans les dernières années, on l'a tellement mauvaise. Mais pour moi, il y a vraiment pas scandale. Je dirais pas que c'est un rouge obligatoire et automatique, mais pour moi, il y a pas de maîtrise. Ça peut être dangereux, c'est sûrement pas volontaire, mais c'est rarement volontaire ce genre d'agression. Des vraies agressions, on en voit quand même plus beaucoup. Par contre, des gestes un peu dangereux, pas maîtrisés, on en voit encore, et c'est pas illogique de les sanctionner pour moi. Ouais, il est totalement pas maîtrisé, tu l'as dit, mais en fait, c'est l'utilisation aussi, le recours à la VAR et la manière dont on s'arrête sur l'image et on montre où arrive le pied. Enfin, c'est vrai que si tu prends pas l'action dans son intégralité et voir un petit peu le cheminement, comment on en arrive là, quand on a montré l'image à Monsieur Gauthier, en mode regarde où s'arrête le pied, il était quasi au niveau du genou, c'est sûr que tu réfléchis pas une seule seconde, tu sors le rouge, mais effectivement, c'est le ballon qui fait que le pied en fait de haut se retrouve aussi haut. Et bon, c'est clair que c'est impardonnable. En soi, le rouge, je pense qu'il est justifié. Mais tu fais bien de parler de notre historique, Boris, en tant que supporter. Et bon, nous, on peut un peu s'offusquer et dire que c'est sévère. On a tellement été habitués à ce genre de scène. Et je me rappelle très bien de cette semelle de Bakayoko au match retour l'année dernière à Nîmes. Où il prend rouge et c'est tout aussi sévère. Après, voilà, c'est comme ça. C'est la vidéo dans le foot. Chouameni en début de saison qui roule un peu sur le ballon de la même manière. C'était Fofana à Metz, ouais. Qui prend un deuxième jaune, je crois, de mémoire de Chouameni dans cette rencontre. Mais oui. Fofana à Metz, Rome. Rome, tu m'entends ? Oui, mais moi je parle d'un rouge de Chouameni. Je suis pas complètement fou. Hein. Chouameni n'a pas pris de rouge. Bah si, parce qu'il est toujours sous une suspension potentielle s'il prend un carton jaune. Donc non, moi je parlais bien de Chouameni face à Strasbourg, je crois, le match un petit peu fou où on est bien devant et on se retrouve à défendre pendant 20 minutes. Donc c'est bien cette rencontre-là, Adrien, mais il y a aussi Fofana à Metz, en effet. Et donc justement, Boris, ça va être la bascule et Monaco qui va assez rapidement derrière plutôt aggraver le score. On voyait quand même pendant quasiment toute la rencontre Aguilar enchaîner les courses sur son côté droit, avoir énormément de boulevards, et ce coup-ci le centre va être parfait et Martins va conclure d'une jolie tête.
Ouais, c'est vrai que le côté droit, que ça soit Diop ou Aguilar, a souvent été déserté. Alors je l'ai remarqué en deuxième mi-temps, mais je pense que c'était un peu le cas aussi en première. Je sais pas trop ce que faisait l'arrière gauche ni moi, mais là Aguilar, non seulement il a un boulevard pour avancer, mais en plus il a un boulevard pour centrer, quoi. Il a 2-3 secondes tranquille, il est pas vraiment pressé, il peut ajuster son centre et il a une belle qualité de centre. Et effectivement, Gelson qui est un petit peu esselé et qui la place bien. Alors je trouvais son timing un peu suspect parce qu'il est un peu en redescente au moment où la tête part. Je ne sais pas quelle est la part de maîtrise dans ce qu'il fait, mais bon, toujours est-il que le résultat est là, le ballon est hors d'atteinte pour René. Et voilà, ça vient récompenser aussi un Gelson qu'on fracasse souvent, et à mon avis à juste titre sur la radio, mais qui fait un match plutôt correct ce soir. Un deuxième, du coup, parce que déjà face à Paris, il a été plutôt à son avantage, et même face à Bordeaux, de mémoire. Il avait été plutôt pas mal, il avait marqué un but déjà, donc c'est vrai qu'il semble peut-être retrouver ce qui nous avait beaucoup plu chez lui quand il était arrivé, mais c'est vrai qu'il semblait très loin depuis. Donc Adrien, voilà, il va y avoir ce deuxième but. Monaco va se procurer plusieurs situations. Il y a Ben Yedder qui va rentrer en jeu et qui tout de suite va avoir des situations, malheureusement un petit peu de maladresse, en tout cas dans le dernier geste. Par contre, il va être auteur d'une passe décisive pour Voland. Voland qui continue, 5e but en 4 matchs pour lui. Ouais, en forme. Et même cette relation, tout à l'heure tu parlais du match de Strasbourg, on se souvient de l'entente entre les deux, et je crois que c'était Voland qui avait à peu près servi dans les mêmes conditions Ben Yedder. Oui. Mais là, voilà, le chemin inverse. On sent que les deux, en tout cas, voilà, ça fonctionne bien. De toute façon, c'est deux joueurs intelligents, deux joueurs altruistes. Donc c'est normal que ça fonctionne bien. Après, pour revenir à Ben Yedder, je trouve quand même un manque de réussite criant depuis le début de saison. En fait, s'il n'y a pas assez de penalty, on ne le retrouve pas avec autant de buts. Voilà, du mal. Enfin, c'est vrai qu'il cadre pas. Et donc là, il s'est mué en passeur pour Voland, qui, comme tu l'as dit, n'arrête pas d'enfiler les pions, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, c'est tout bon, c'est 3-0. J'ai le score que je voulais pour remonter aussi au niveau du goal average. Je crois que ça fait plus 7 maintenant, quand je vois que Lyon est déjà à plus 11. Bon, enfin voilà, on n'en est qu'au début, mais ce sont des détails, certes, mais je trouve que voilà, si tu es sur le podium, tu dois quand même avoir une belle avance. Ça traduit aussi une mainmise, une maîtrise sur tes matchs, et un réalisme aussi retrouvé, que sur ce match-là, j'en ai parlé tout à l'heure, des stats de tir, c'est vrai que c'était pas incroyable. Donc 3-0, c'est le score que je voulais. On pouvait même aller plus haut, mais voilà, ça me va très bien. Bah justement, rapidement, Boris, c'est vrai que on vient d'en parler avec Ben Yedder, mais c'est vrai qu'il y a particulièrement cette occasion où c'était avant le 3-0 d'ailleurs, je pense, où René se trouve complètement et Ben Yedder rate un but vide. Donc quand même un gros raté pour un joueur de sa qualité. Il y a Pellegrini qui va remplacer Voland et qui va faire une belle tête, là pour le coup, sur un René décisif. Monaco qui va plutôt pousser jusqu'au bout. Matazzo aussi va rentrer. Alors, c'est pas tant l'intérêt de sa rentrée, mais c'est vrai que du coup, Florentino Luis et lui était en tribune, donc c'est vrai que ça peut également poser des petites questions sur ce joueur. Va-t-on réellement le voir cette saison? Il semble avoir pris énormément de retard. Si carrément il passe derrière un Matazzo, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Mais voilà, Boris, une fin de match à notre main, et un 4e but qui aurait pu arriver et rajouter une petite cerise. Ouais, bah on n'a pas arrêté de jouer. On aurait pu essayer d'en mettre un 4e. Effectivement, le championnat s'annonce très serré. C'est très très groupé en ce moment dans la zone de classement dans laquelle on est. Beaucoup d'équipes en 3 qui se tiennent en 3-4 points, et du coup le goal average risque d'avoir une importance cruciale en fin de saison. Donc il faut prendre les buts, il faut prendre les points, mais il faut prendre les buts aussi. Lyon aujourd'hui est devant. La différence, elle se ferait sûrement en grande partie sur le match qu'on a joué chez eux et où on en a pris -3 dans la musette au goal average. Donc ouais, ça aurait été bien si on avait pu continuer à en mettre quelques-uns. Mais voilà, 3-0, c'est déjà bien. C'est dommage pour Ben Yedder, effectivement, ne serait-ce que pour sa confiance. Il a beaucoup raté. On parlait des tirs dont on n'en a pas cadré beaucoup. Lui en est un responsable parmi d'autres, mais assez criant aujourd'hui.
Oui, pour Ouais. le peu de temps de jeu qu'il a, c'est vrai qu'il s'est beaucoup illustré. Il s'est mis beaucoup en position 2, mais c'est vrai il lui a manqué cette finition. Bah, on espère que ça sera le cas, justement. J'en parlais dans mes points, mais les 2 prochains matchs seront alors d'un tout autre niveau. Face à Lille, oui. Face à Marseille, j'ai plus de doutes. Mais bon, force est de constater qu'ils gagnent. Donc, bon, c'est, Ouais. pour Un peu l'instant, comme ils l'année sont. dernière. Hein. C'est bien plus mauvais que l'année dernière, moi, je Oui, trouve. oui. Hein, Ouais, mais bon, personnellement. c'était quand même un peu ric-rac aussi déjà l'année dernière. Enfin, surtout en C'est deuxième vrai. partie de saison. Mais ouais. Oui, oui, c'est vrai, Et c'est vrai. juste pour revenir, Lyon qui est en cale 3 là aussi cet après-midi face à Reims, c'est bien que nous on suive aussi le rythme. Et tu parlais de Florentino Luis aussi, juste en 2 secondes. C'est vrai que je crois qu'il a été titulaire une fois, lancé dans le Grand Bas, c'était à Brest, une défaite 1-0. Depuis, on l'a plus revu en tant que titulaire et c'est que des petits, il grappille des petites minutes. Et là, on en parlait aussi avec les gars sur le chat Twitch. Hein. C'est vrai que c'est un joueur prêté et là je vois que tout le monde s'accorde à dire que faisons jouer nos joueurs, enfin les joueurs qui appartiennent au club, prêtés sans option. Donc voilà, enfin pour moi ça me perturbe pas tant que ça de le voir en tribune. Oui, puis c'est surtout que les autres sont bons, donc c'est vrai que là, les absents ont toujours tort, hein. Enfin, sauf quand ils s'appellent Ben Yedder ou Aguilar la semaine dernière, évidemment. Eux, ils avaient une telle avance que même s'ils n'étaient pas là dans cet exploit face à Paris, on sait très bien qu'on va les revoir titulaires. Et par contre, un Florentino Luis, lui, il est certainement en train de rater le bon wagon, et bon, c'est pas Vu qu'on très n'a pas de grave, mais bon. compétition, enfin je veux dire à part le championnat, ouais ça laisse peu de Oui, place aux autres quoi, peu de place Ouais, pour le la 11, rotation quoi, si ce n'est le 11 suspension. il devrait pas trop bouger, le 11 a priori. Hein. Il y aura la question Golovin quand il sera de oui, retour. Sinon, les hiérarchies, elles commencent à être très très nettes. Après, il peut toujours y avoir une blessure, suspension. On verra à ce moment-là ce qui se passe. bien sûr. Tchouaméni, Fofana, ça prend quand même pas mal de cartons. Donc, Ouais. finira bien par avoir de la suspension. Et bien, on verra comment Kovac réagira à ce moment-là. Et puis aussi, là, malgré tout, on va enchaîner, hein, parce que là, avec le match d'aujourd'hui et jusqu'à Noël, on joue 6 matchs. Ouais, Donc, décembre ça a toujours été chargé de toute façon. voilà, donc là, ça va bien être chargé. Il va certainement falloir un petit peu faire tourner légèrement sur certains matchs. Tchouaméni a toujours cette épée de Damoclès, hein, ce carton jaune en 10 matchs. Maintenant, il doit en être à 6 ou 7. Hein. Il va peut-être réussir à le faire, l'exploit de ne pas en prendre un. Mais bon, voilà. En tout cas, Monaco, on se retrouve troisième, en égalité de points avec Montpellier, deuxième, mais devant au goal average. Marseille peut potentiellement nous passer devant vu qu'ils ont 2 matchs de retard. Lille également ce soir. C'est vrai que ce week-end, globalement, tout le monde a gagné devant, à l'exception du PSG et de Rennes. Mais Montpellier a gagné, Lyon a gagné, l'OM a gagné, Nice, ça doit être à 17h, si je dis pas de bêtises. Ouais, Nice, c'est en ce moment, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, j'avoue, là, je suis pas devant, donc je peux pas dire plus. Mais bon, voilà. Ça fait du bien. 4 victoires de suite. La saison est définitivement bien lancée et il faudra confirmer dès la semaine prochaine. Vos tops et vos flops maintenant, messieurs. Alors, on est parti sur 3 tops, sur un seul flop, hein, parce que bon, c'était un peu compliqué quand même d'en mettre plus, mais on va tout de suite commencer par lui. Adrien ou Boris, je sais plus si c'était un de vos points, messieurs, mais Fabregas, décevant un petit peu dans cette première mi-temps, et surtout, moi, j'ai trouvé dans la zone décisive, plutôt bien dans la construction du jeu, mais un petit peu plus en difficulté dans les derniers gestes. Il n'a pas fait les bons choix, quoi. Ouais, c'est surtout cette deuxième occasion. Hein, la première, bon, la frappe s'envole un petit peu, mais elle est plus lointaine. La deuxième, il faut vraiment, celle-là, elle doit vraiment finir au fond. Et puis même, je l'ai pas trouvé super intéressant dans le jeu. C'est un joueur qui est un peu intermittent quand même. Il est dur à suivre. Fabregas, parfois, il fait des rentrées, il change le cours d'un match, comme c'était le cas contre le PSG. Et puis pendant 1 ou 2 matchs, on va le voir beaucoup moins. C'est un joueur qui est difficile à cerner. Aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment celui qui était un cran en dessous dans une prestation collective d'ensemble qui était quand même vraiment bonne et où personne est passé à côté. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, je pense qu'on peut tout de suite parler des tops. Adrien, qui t'a envie particulièrement de mettre devant? Ah, forcément Sofiane Diop, mais ce serait un peu griller le point de Boris, donc je laisserai Non, mais en tu parler. voulais en parler, donc prends-le. Hein. Je sais que tu voulais dire un mot sur l'ami Diop. Ouais, je trouvais que enfin, ce qui est assez hallucinant, c'est que je trouve qu'il dégage une certaine maturité
technique en tout cas. Il sait quand jouer en une touche, quand il faut la garder. C'est déjà assez impressionnant en fait. Des fois la justesse et son QI foot en fait. Puis son entente avec Aguilar a très bien fonctionné. Je trouve que physiquement, on le répète au fil des débriefs, mais il a quand même pris en volume et ça lui permet d'être constant sur presque quasi 80 minutes. Il joue en général 70 à 80 minutes. Ça a bien commencé en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Golovin s'est blessé, lui, il a su s'installer, enfin en tout cas prendre cette place et tirer son épingle du jeu. Il a juste disparu de la compo, il me semble, contre Lyon, où il démarre pas. Et Strasbourg, où c'est Jovetic qui prend sa place. À part ça, on l'a toujours retrouvé titulaire et il rend plutôt bien la confiance que lui accorde Kovacs. Donc pour l'instant, je suis assez impressionné. Et en fait, il est capable de faire beaucoup de choses. Vraiment, physiquement, il a pris en volume et ça lui permet d'être effectivement, voilà, comme je le disais, plus constant et qu'on le voit de plus en plus en fait et qu'il a vraiment un contrôle sur le déroulement du match. Il est quasi à l'origine de toutes les grosses occasions, les dédoublements, les centres retraits d'Aguilar en première période qui amènent l'occasion de Fabregas, c'est lui. Suite à un double contact, il sort bien du marquage et voilà, il y a une certaine justesse technique qui me plaît déjà à son âge. Ouais. Boris Gelson, c'est vrai que comme tu le disais justement, on lui a souvent tapé dessus. Moi, je l'ai longtemps défendu, mais c'est vrai que j'avais un petit peu aussi lâché l'affaire. Mais il est en train de bien revenir, donc tant mieux. Ouais, il y a des buts déjà, effectivement. C'est le deuxième après celui contre Bordeaux. Mais même aujourd'hui, je pense que c'était sa prestation la plus intéressante. Même dans le jeu, il était vif, il a posé pas mal de problèmes à Nîmes, notamment en première mi-temps, j'ai trouvé. Même si le jeu se déroulait plus à droite, mais lui était un bon pendant aussi. Il amenait des choses sur son côté gauche, donc c'est plutôt intéressant. Moi, je m'étais fait la réflexion en voyant la compo aujourd'hui que c'était sûrement un des rares joueurs dont j'étais pas satisfait de le voir là. Un des rares points faibles de l'équipe que j'aimerais bien voir changer. Si finalement dans une équipe qui tourne bien, ça peut commencer à lui donner un peu de confiance, à lui permettre d'enchaîner un peu, tant mieux. Je suis quand même content si Golovin peut revenir mettre un peu de concurrence là-dedans. Mais voilà, Gelson fait sûrement un de ses bons matchs, un de ses meilleurs matchs de cette saison aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je vais parler d'Aguilar. On aurait très bien pu mettre Caillot aussi. En tout cas, ça représente bien ce qui était un de mes points, à savoir que les côtés sont aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la première fois, nos points forts. Voilà, ça a clairement été, je pense, les 4 meilleurs joueurs. Et Aguilar a été peut-être un ton au-dessus d'un Caillot, mais aussi peut-être utilisé un peu plus dans un rôle offensif qu'un Caillot qui reste un peu plus derrière, qui fait également des très bonnes choses, que j'aime beaucoup techniquement, qui a des très beaux contrôles de balles. Mais Aguilar, en plus, il y a ce centre, il y a cette passe décisive, donc forcément, il se devait d'être dans les tops. Il y a une galette aussi en première période, une reprise de la tête de Fofana qui est contrée, où Aguilar dessert un centre parfait. Quoi. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi, donc non, une vraie belle prestation. Pour ce qui est maintenant des autres prestations individuelles, Adrien, on va pouvoir commencer à parler rapidement sur Mannone. Pas grand chose à dire, à part que faut vraiment pas lui donner le ballon au pied, quoi. Faut pas lui donner le ballon au pied. La casquette d'Aguimonego, pardon. Avec un H, d'Aguimonego. Ouais, avec un H de préférence, s'il vous plaît. Respectons le dialecte. Non, pour ce qui est de Mannone, écoutez, il a capté des ballons, il les a pas relâchés. Voilà, c'est vraiment la vieille école. Je suis presque un peu triste qu'ils prennent pas un but parce que je l'ai quand même mis dans mon prono de pire recrue. Mais à part ça, voilà, je vais me contenter du clean sheet. Ouais, allez, on a fait le tour. Badiachil, Boris, qui nous fait plus de conneries, donc c'est bien, c'est très très bien. Ouais, il en avait fait une. Moi, j'ai un peu envie de la retenir contre lui quand même, celle contre le PSG. Il a de la chance, il est hors jeu, mais techniquement, il en avait fait une. Non, aujourd'hui, alors,
ils n'ont pas eu beaucoup de travail, la défense centrale, mais des fois aussi, c'est bien d'avoir un match comme ça, sans fioriture, sans bavure. C'est un peu pour reprendre une expression chère à l'after, c'est un peu le Milou, le Tintin et Milou. Il est à côté d'un très bon Tintin qui s'appelle Dissassi, et il commence à trouver ses marques. Et c'est bien, on lui en a peut-être trop demandé les années d'avant. Là, il est un peu le deuxième central, et peut-être qu'un jour, il aura l'étoffe d'être vraiment le leader, le premier, mais il a repris son apprentissage sur de bonnes bases. Voilà, y a pas pour l'instant, on n'est pas sur des prestations exceptionnelles, c'est pas lui qui tient la baraque, mais c'est déjà un progrès, il commence à être constant, il commence à être fiable, c'est déjà un minimum, et voilà, faut que ça continue, faut pas qu'on voit d'autres bourdes dans les matchs à venir. Ouais. Bon, moi, rapidement sur Disasi, solide, toujours aussi solide. J'aime toujours autant ce joueur. Il n'y a pas eu énormément de travail à faire, mais il a été à plusieurs reprises à la réception de centre. Il en a dégagé un ou deux dangereux en corner. Voilà, je trouve qu'il fait énormément de bien, une bonne qualité aussi dans son jeu long, même si de temps en temps, il en abuse peut-être un petit peu. Mais j'aime vraiment beaucoup ce joueur et il confirme de semaine en semaine. Et c'est vrai qu'il fait également peut-être du bien à Badiachil. Moi, je le trouve, ça c'est sûr que l'entente entre les deux, effectivement, le rôle de taulier, de pilier de la défense, c'est bien sur les épaules de Disasi, et je pense que tant mieux pour Badiachil, parce que avec Glick, il y avait tellement d'erreurs, de mise à contribution qu'il n'y avait aucune sérénité, et pour lui, je pense qu'il est dans un environnement un peu plus sain désormais, et Disasi, il a bien géré son match. Moi, j'adore toujours autant ses ouvertures sur les ailes pour chercher les latéraux. Et puis, il a bien muselé tous les kidam du front de l'attaque nîmois, et notamment le matador Ripard. Le Suédois. Caillot, on en a un petit peu parlé, mais Fofana, Boris, toi, t'étais limite proche de le mettre un peu flop. Ouais, il y a pas grand chose de négatif, il n'y a pas d'action précise dans le match à retenir contre lui, mais c'est un petit cran en dessous, j'ai trouvé, des autres joueurs, notamment du garçon à côté de lui, Tchouaméni, que j'ai trouvé un peu plus intéressant dans les prises de balles, dans les relances, etc. Donc voilà, il avait enchaîné quelques bons matchs. Fofana, là, c'était un petit peu en dessous, j'ai trouvé, pas forcément de quoi remettre en cause la hiérarchie à ce niveau-là, mais voilà, on attend un tout petit peu plus de lui, je dirais. Oui, je pense qu'on est un peu tous d'accord. C'est vrai qu'il est un petit peu sur courant alternatif, Fofana. Il peut faire des très bonnes prestations et de temps en temps être un petit peu en deçà, mais pour le coup, moi je trouve que Tchouaméni non plus n'a pas fait une rencontre extraordinaire, Adrien. Je sais pas si tu as envie d'en parler aussi. Je le trouve quand même mieux que Fofana. C'est vrai que Fofana, dans le même match, il est capable de faire de bons trucs, mais tu vois, les pertes de balles contre Paris la semaine dernière et tout, bref, tout plein de choses. Il est quand même assez moyen, je trouve, moins rayonnant que lors de son arrivée. Après, Tchouaméni, aujourd'hui, je trouve qu'il a un peu trop abusé de ses ballons un peu derrière la défense en profondeur qui ne trouvaient pas preneur. On s'est félicité, on s'est régalé de cette passe pour Fabregas sur le but de Folland vendredi dernier contre Paris. Là, il en a un peu abusé sans jamais trouver preneur, manque de justesse dans ce type de transmission-là, dans l'avant-dernière passe, on va dire. Après, au-delà de ça, je l'ai trouvé quand même assez performant et plus en vue, en tout cas plus important que Fofana. Oui, non, mais globalement, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que moi, c'est d'une manière globale. Voilà, je l'ai trouvé Fofana, Tchouaméni, Fabregas, même Voland, et puis Ben Yedder quand il est rentré, un petit peu en dessous des 4 autres qui ont vraiment participé au jeu offensif, sans forcément être mauvais, à l'exception peut-être d'un Fabregas vraiment encore un ton encore un peu en dessous. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas été du super Tchouaméni, mais ça reste très solide et les deux font quand même un très bon travail au milieu de terrain. Rapidement, les remplaçants, Boris, Ben Yedder, c'est celui qui est rentré le plus, on en a parlé. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Non, il nous rassure pas forcément. Il n'est pas complètement hors sujet, mais on sent un Ben Yedder quand même un ton en dessous de l'année dernière.
globalement. Il y avait eu un très bon match, c'était contre Bordeaux, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais globalement c'est un peu moins satisfaisant. Il y a heureusement qu'il y a eu pas mal de pénaltys. Donc voilà, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est l'air aussi moins dépendant à Ben Yedder, et c'est pas inintéressant finalement. Ça fait 2 matchs qui débutent pas et où Monaco s'en sort quand même. Donc voilà, s'il n'y a pas une Ben Yedder de dépendance, tant mieux. Et puis quand il retrouvera son rythme, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Il viendra encore bonifier et peut-être permettre à Monaco de débloquer plus facilement ces situations-là, quoi. Les 3 autres entrants, Adrien, tu peux faire le petit package Pellegrini, Jovetic, Matarazzo et puis Ballo-Touré aussi, c'est vrai, qui est rentré. C'est les 4 qui sont rentrés. C'est un peu le point noir de la rencontre. C'est l'entrée de Ballo-Touré. Il a failli rentrer en flop juste pour être rentré. Juste pour être entré. Ou Kovac a failli être floppé juste pour ce choix. Mais bien content de le voir rentrer en tant qu'ailier, pratiquement, dans ce rôle un peu bâtard de milieu latéral. Parce que en fait, quand je vois les fautes qu'il fait ou comment il se fait enrhumer par Ferrat à 80 mètres de ses cages, je me dis en fait, je veux plus jamais le revoir dans un poste de défenseur. Zizou Ferrat. Le Maradona ni moi. Qui a été mis, il me semble, je l'avais mis dans un mercato, dans un fantasy mercato hivernal Road to Ligue 2 à l'époque. Moi, je l'ai dans une Ligue MPG, je crois. Je confonds avec Benramou, peut-être. Triste joie. Benramou aussi, j'ai dû le prendre. Bref, tout ça pour dire que Ballo-Touré, c'est bon, c'est fini. Après les entrées conjuguées du coup, Jovetic, Matarazzo, dans un contexte facile, il y a 3-0, l'équipe en face elle est réduite à 10, elle est devenue quasi inoffensive. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ces entrées. Juste la seule chose, c'est que la réalisation n'a pas capté la sortie de Diop et ça nous a peut-être évité de le voir sortir un peu ronchon comme il avait l'habitude. On va dire que voilà, c'est le petit point positif. Et Pellegrini qui se procure quand même une occasion. Après, j'ai quand même le sentiment que quand Aguilar est lancé sur son côté droit, il me semble être en position de hors-jeu. Ça aurait peut-être été revu à la VAR, mais voilà, une occasion de Pellegrini en tête plongeante que René sort bien, un peu trop axial, pas assez bien placé. D'accord. Il fait un arrêt de handball un peu. Oui, c'est vrai. À Thierry Omeyer. Bon, voilà, messieurs, qui conclut ce débrief, donc débrief de la 12e journée. Le prochain rendez-vous pour vous, auditeurs, c'est demain. Demain, on se retrouve sur YouTube à 17h pour l'épisode 2 du Mur des légendes, épisode consacré à Ludovic Giuli. On a enregistré ça, Boris, cette semaine. Le lutin. Oui. Et l'épisode d'après sera Gallardo, qu'on a également enregistré. Et je vous conseille particulièrement de regarder celui-là. Mais donc voilà, demain c'est Giuli et la semaine prochaine, le prochain débrief, ça sera le Monaco en déplacement à Lille dimanche à 13h. Ouais. Certainement un débrief dans la Pas foulée. de sieste. Pas de sieste, ouais. Pas de sieste dimanche. Ouais, pas de sieste. Peut-être en live, mais en tout cas moi, je ne serai pas disponible. Donc je ne sais pas qui pourra faire. Mais voilà. Il y a du rugby. On verra avec Fused Up. Non, il y a un déconfinement, donc non, pas de... Voilà. Ah non, c'est bon, quoi. Ouais. Dans le respect des... Ouais, c'est ça, ouais. Oui, des gestes barrières, on l'espère. Oh, bien sûr. Attention. Ouais, quand même, la petite info, c'est que Nice prend 3-0 par Dijon à domicile, donc voilà. Ah bah, bonne nouvelle. Voilà. Ça donne le sourire. Ça en fait un autre, alors, qui ont perdu des points ce week-end. Voilà, merci messieurs. Également, oui, je rajoute peut-être une émission jeudi, peut-être un magnéto, Boris, pour les fervents adorateurs de cette émission. Voilà, c'est une possibilité. Ouais. En tout cas, on vous tiendra. Ils sont aussi nombreux qu'au Rupteur, a priori. Pas au Rupteur, dans le rétro, pardon. Le warm-up. C'est pas gentil, Boris. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On n'oublie pas de mettre un petit pouce. Merci de nous avoir écoutés. D'ici là, messieurs, portez-vous bien. Et Dagé Mounegou. Et gros bisous à Nono. Et bisous.